même si, encore une fois, on est reconnu comme un groupement d'intérêt. On déclare d'ailleurs notre activité, nos actions auprès de la haute autorité, mais ce que l'on dénonce, ce n'est pas le fait de relayer les arguments auprès d'élus, ça c'est tout à fait normal, que chaque groupe, association, ONG ou même entreprise cherche à expliquer sa situation et à proposer des solutions, c'est tout à fait normal. Ce qui est complètement fou aujourd'hui, c'est que ça se fait dans la plus grande opacité. Il y a des tête-à-tête complètement indécelables, il y a des remises de cadeaux, c'est prévu, les lobbies ont des budgets cadeaux, les parlementaires ont le droit de recevoir des cadeaux, que ce soit les députés ou les sénateurs, ils ont le charte des règles déontologiques qui leur permet d'avoir des cadeaux. Il n'y a pas de plafond. Juste à partir de 150 €, alors il doit déjà savoir que le cadeau qu'on lui remet coûte 150 €, il doit le déclarer auprès du déontologue ou du bureau selon l'Assemblée. C'est complètement fou. Donc on considère qu'un fonctionnaire n'a pas le droit d'avoir un cadeau, ce qui est normal, ça porte atteinte à sa neutralité, son objectivité, son impartialité, mais celui qui fait la loi, lui, il peut recevoir des cadeaux, il peut aller faire des voyages, des repas, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et c'est autorisé. Alors moi j'ai découvert à l'occasion de la présidentielle qu'il y avait parfois des candidats aux élections qui recevaient des cadeaux. Vraiment, on en découvre tous les jours. On ne savait même pas que ça existait. Je parle du costume de M. Fillon. Mais c'est complètement fou qu'on puisse accepter le principe. Moi j'ai travaillé à la commande publique dans ma mairie pendant des années. C'est zéro cadeau, même pas la boîte de chocolat. Bien sûr, les gens venaient avec la boîte de chocolat, ils repartaient avec la boîte de chocolat. Je veux dire, zéro cadeau. Après, ça dépend du service. Je pense qu'on peut moduler les règles éthiques, mais quand on est dans un service qui est aussi sensible que la commande publique, qui gère les marchés publics, les délégations de services publics, c'est zéro cadeau. Même le café, on ne se fait pas payer un café. On ne tutoie pas les fournisseurs, etc. Enfin, il y a des règles minimum pour rester objectif et impartial. Voilà, donc on participe à ces auditions dans le cadre du projet de loi. On nous demande notre avis, alors on le donne, alors on n'est pas souvent écouté. Parfois on y arrive, on arrive un petit peu à peser sur la loi. Par exemple, la loi Sapin 2, elle avait initialement elle avait pris une définition du lanceur d'alerte qui n'était pas du tout intéressante, puisque les lanceurs d'alerte, c'était uniquement les personnes qui dénonçaient des faits de corruption. Or, tous les lanceurs d'alerte que vous connaissez, Antoine Deltour, Raphaël Lallet, sont des lanceurs d'alerte qui ont dénoncé des faits de fraude fiscale. Donc si on avait laissé cette définition, ça ne servait à rien. Les lanceurs d'alerte, encore une fois, la plupart ne dénoncent pas des faits de corruption. Donc on a pesé, on n'était pas tout seul, on a rassemblé toutes les associations et on a pesé, fait du lobbying, on a fait des communiqués de presse pour dire que c'était un scandale, etc. Et on a réussi à avoir une définition plus large qu'aujourd'hui. Un lanceur d'alerte, il peut dénoncer des crimes, des délits, corruption, fraude fiscale ou des atteintes graves à l'intérêt général. Même si c'est légal, si ça porte atteinte à l'intérêt général, il peut le dénoncer. Donc ça, c'est une définition vraiment intéressante. Donc on a réussi, alors c'est une petite victoire, mais ça a des avantages ensuite pour la suite, donc on arrive de temps en temps. Alors, la grande question, ça va être un peu ma conclusion, est-ce qu'on est écouté finalement? C'est ça notre combat depuis 2002, ça fait donc 15 ans. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous, on avait dit il faut que ça change, sinon ceux qui ne nous écoutent pas vont disparaître. C'est leur discours. Nous, on est là pour vous aider, pour rétablir la confiance, mais si vous ne nous écoutez pas et que vous continuez, vous allez disparaître. Alors, depuis 2002, finalement, la situation ne s'est pas arrangée. Rappelez-vous les dernières régionales, il y avait des journaux qui titraient le sursis républicain. Ça, on a oublié ça, parce qu'on a eu la présidentielle. Mais régional, les résultats, les gens étaient quand même catastrophés. Le sursis républicain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le régional? Rien. Depuis 2014, on sait très bien que le Front National sera au second tour de la présidentielle. Ce que les gens ont dit, c'est incroyable, il faut peut-être un petit peu faire quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal que 3 ans à l'avance, on soit déjà sûr que le Front National sera au second tour. C'est pas un fonctionnement sain d'une démocratie. C'est-à-dire que les gens sont exaspérés. Ils n'en peuvent plus, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans? Rien. Je vais vous même donner quelques exemples. On comprenne finalement ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles et législatives. C'est un grand balayage, c'est ça qui s'est passé. C'est passé que les 2 partis du gouvernement ont été balayés du premier tour de l'élection présidentielle.
Enfin, c'est complètement fou, on ne se rend pas compte, on n'a pas le recul, mais c'est inédit sous la Ve République. Les deux partis de gouvernement, qui d'ailleurs portent mal leur nom, du coup, ont été balayés par le premier tour, et sur les sortants, sur les députés sortants, je crois qu'il y en a 150 qui ont résisté au rouleau compresseur. Donc ils ont été sanctionnés, lourdement sanctionnés. D'ailleurs, de manière aveugle, hein, tout le monde a été sanctionné de manière complètement, parfois, irrationnelle. C'est pas forcément les pires qui ont été sanctionnés, qui ont été sanctionnés, et les meilleurs parfois l'ont été. Enfin, ça s'est fait de manière un peu approximative, mais quelques exemples avant la présidentielle pour vous montrer à quel point on n'a vraiment pas réagi finalement à ce 21 avril 2002, à ces régionales et à ce que nous on demande depuis des années, c'est-à-dire qu'on instaure des règles, des mécanismes qui évitent les abus, les scandales à répétition. 11 juin 2014, le président de la République, François Hollande, décide de nommer comme déontologue, une fonction importante sous la 5e, prévue par la Constitution, décide de nommer quelqu'un qui envoyait des hélicoptères en Himalaya pour étouffer les affaires, en 1996, sous Chirac. Nomination approuvée par 48 parlementaires. Moi j'étais, à l'époque, rappelez-vous, les guignols de l'info, c'était Jacques Toubon, c'était le nettoyeur. Il appelait comme ça. Type qui envoyait des hélicoptères aux frais de la République pour récupérer les procureurs et pour étouffer l'affaire Tilleul. Ce type-là, il est déontologue aujourd'hui. Vous n'avez personne d'autre. 2015, les militants UMP réservent une standing ovation à Éric Woerth. Non pas parce qu'il a été innocent, tout le monde sait très bien qu'il n'allait pas prendre le thé chez Mme Bettencourt, mais parce qu'il n'a pas été condamné. Standing ovation. Incroyable. 2016, Commission nationale d'investiture LR investit à l'unanimité Patrick Balkany. 2016, il y a 2 ans. Ça a l'air fou aujourd'hui quand je le dis, les gens ne croient pas. Si. À l'unanimité, Patrick Balkany avait investi. Et ça a créé un tel scandale dans l'opinion publique, ils ont dit, bon, peut-être quand même, c'est vrai, là, bon, allez, on va retirer Patrick Balkany. Mais il avait été investi. Ils ne voyaient pas le problème hein, chez eux dans leur parti, ils ne voyaient pas le problème avec Patrick Balkany. 2017, Pénélope Fillon, ovationnée par 15 000 personnes dans un meeting le 29 janvier. Ovationnée. Ovationnée parce qu'elle a un emploi fictif. Incroyable. En plus, c'est quand même pas dans l'intérêt des militants LR d'applaudir quelqu'un qui est en train de les faire perdre. Hein. C'est un peu comme si les passagers du Titanic applaudissaient l'iceberg. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on voit bien, et cette affaire Pénélope Fillon était intéressante parce que la classe politique était sidérée, finalement, elle ne comprenait pas pourquoi les gens n'étaient pas contents. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils faisaient tout ça, c'était une pratique, etc. D'ailleurs, ils ne comprennent toujours pas, puisque certains recasent les attachés parlementaires dans les collectivités locales, hein, une pratique qui était prévue. J'avais dit à la presse que si on réglemente le recrutement au Parlement, mais pas dans les collectivités, ils vont recaser tous les attachés parlementaires dans les collectivités, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bon. Mais ils ne comprenaient pas le problème, parce qu'il y a un décalage entre finalement les élus et certaines pratiques qui sont instaurées, qui sont devenues normales pour eux, et quand même l'exaspération citoyenne légitime, parce que payer 7 000 € sans travailler, on comprend que c'est quand même pas tout à fait normal, surtout évidemment. Résultat, 1 mois avant les élections présidentielles, il y a un sondage de l'IFOP qui nous dit que quoi? Que 74% des gens pensent que les élus sont corrompus. C'est quand même hallucinant. Les 3/4 des gens pensent que leurs élus sont corrompus. C'est quand même pas très normal. Et c'est d'ailleurs un sondage, enfin, le résultat est le même, je crois qu'il y a 10 ans, c'était à peu près pareil. Ça n'a pas bougé. Hein, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience et de réaction à la hauteur, je crois, de l'exaspération et du problème. Il y a à chaque scandale, il y a des petites mesures prises pour un peu calmer les gens, mais vraiment pas à la hauteur. Et donc 74% des gens pensent qu'ils sont corrompus. Donc il y a eu ce vote sanction massif qui aboutit à ce résultat un peu inédit sous la 5e République. En fait, tous ceux qui étaient là depuis longtemps ont été balayés. Alors depuis, on est un peu déçus, parce qu'il y a effectivement des avancées, il y a quelques avancées, pas suffisamment selon nous. On a supprimé la réserve parlementaire qui était quand même illégale. Hein. On a fait une loi pour supprimer quelque chose qui était illégal, puisque les parlementaires n'ont pas le droit d'augmenter
charge publique. Donc le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont dit que c'était illégal. Hein, donc c'est pas moi qui vous le dis, c'est eux. Donc on a quand même fait une loi avec des heures et des heures de débat pour savoir s'il fallait garder ou pas quelque chose d'illégal. D'ailleurs, pendant longtemps, ça n'avait pas de base juridique, hein, il n'y avait même pas de texte. Et pendant longtemps même, il y avait des parlementaires qui ne savaient pas que ça existait. Hein, c'était un truc complètement opaque, pratique, un peu empirique. Donc on a aussi encadré les frais de mandat avec chose un peu bizarre, puisqu'on autorise les parlementaires à avoir 600 euros, enfin, à dépenser 600 euros sans facture, de manière un peu opaque. Donc c'est une sorte de petite caisse noire qu'on autorise. 600 euros, c'est pas des grosses sommes, enfin c'est un peu étonnant sur le principe. Moi je suis président d'une association, je dois justifier chacune de mes dépenses, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je pense que tout le monde fait ça dans toutes les associations, dans toutes les entreprises, mais là on dit bon, allez, vous êtes parlementaire, on ne va pas vous embêter, vous pouvez dépenser 100 euros comme vous voulez, sans contrôle. Et puis il y a effectivement la fin des recrutements familiaux, qui était effectivement tout à fait scandaleux, avec la difficulté que je vous ai dit, c'est-à-dire que maintenant on recase les gens dans les collectivités territoriales. Madame Dupont-Aignan a trouvé un emploi payé au maximum possible dans l'ex-mairie de son mari. J'ai saisi le préfet qui m'a dit que tout allait bien, ça va. Voilà, moi-même à Nice, il y a eu du recasage massif d'emplois d'attachés parlementaires parce qu'on ne contrôle pas le recrutement dans les collectivités territoriales. On ne le contrôle pas. Je peux vous dire, parce que moi je saisis vraiment, c'est une question sur laquelle qui est sensible pour moi, parce que moi je suis fonctionnaire territorial, j'ai passé 2 concours, un examen professionnel pour être attaché principal, et je suis toujours exaspéré quand les gens arrivent de nulle part, contractuels, payés 3 fois ce que vous touchez, sans aucune qualification, sans même parfois travailler. Je m'exaspère, donc vraiment je saisis le préfet systématiquement qui lui dit bon, ben, ça s'est fait dans les formes, donc c'est bon, le procureur qui dit ben non, ça va. Donc, là c'est une vraie faille de la fonction publique territoriale. Parce que on peut aujourd'hui recruter à peu près n'importe qui, à peu près n'importe comment, en respectant un minimum de formalisme, c'est quand même très peu contrôlé. Donc voilà, il y a eu quelques avancées, il y a eu des avancées sur le verrou de Bercy, effectivement, on va... c'est pas la suppression du verrou de Bercy comme on vous l'avait promis, c'est un aménagement, c'est-à-dire qu'on va transmettre un peu plus de dossiers au parquet. La grande déception, elle résulte finalement du programme du candidat Macron, qui avait promis le casier judiciaire vierge pour être candidat à l'élection, ce qui n'a pas été voté, contrairement d'ailleurs à ce que M. Macron a prétendu en signant la loi. Hein. Ce n'est pas du tout le même dispositif qu'il a mis en place. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'imposer, ça existait déjà d'ailleurs, ça c'est un petit peu, c'est un peu plus flagrant parce que le juge peut imposer une sanction d'inéligibilité pour un élu qui aurait commis un délit non écrit. Ce n'est pas du tout le même principe que la condition d'éligibilité pour être candidat avec la condition d'imposer un casier judiciaire vierge, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça n'a pas été tenu. Il avait promis d'encadrer les pratiques de lobbying, ça n'a pas été tenu non plus. Et surtout la grande promesse, le non-cumul des mandats dans le temps, ça c'est annoncé hein, déjà, c'est annoncé dans la loi sur la rénovation des institutions. Et ça c'était attendu par Anticor parce que le cumul des mandats dans le temps a tendance à instaurer une certaine opacité parce qu'en fait la personne sait qu'elle va rester élue pendant 20-30 ans. Alors que si elle sait que dans 1 ou 2 mandats elle doit laisser la place, elle va être contrôlée par son successeur. Donc ça crée une respiration démocratique, mais ça crée aussi, ça combat aussi une certaine forme d'opacité. Et donc ça, on attendait ça avec beaucoup d'impatience, et on nous avait promis, non cumul de 3 mandats. Là, ce qui s'avance quand même, c'est un peu décevant, puisque ça ne s'appliquera pas aux mandats locaux, ça s'appliquera aux mandats nationaux et aux fonctions exécutives locales, ce n'est pas pareil, par exemple les fonctions de maire, les fonctions de président. Et encore, uniquement les maires de plus de 9 000 habitants, c'est-à-dire il y a 3% des maires uniquement qui seront concernés, et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 25 000 habitants, c'est-à-dire il y a 48% des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale qui seront concernés. Donc, déjà, la loi est quand même un petit peu plus restrictive que ce qui avait été annoncé, et surtout, elle va commencer à être appliquée en 2032 et 2033. Puisqu'ils considèrent que le mandat actuel est le premier. Donc 2032-2033, ça veut dire qu'en fait,
peut y avoir d'ici à une majorité qui supprime le dispositif très facilement. Ça a été le cas des conseils territoriaux, rappelez-vous de Sarkozy qui a imposé ça, et puis la majorité d'après arrivait et a supprimé le truc, puis personne ne se rappelle que ça avait été voté. Alors, bon, donc c'est évidemment pas du tout satisfaisant. Et ça, c'était vraiment une promesse sur laquelle on tenait beaucoup. Donc bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas encore complètement une prise de conscience sur la situation, hein, vraiment le désamour entre citoyens et élus, et encore une fois le retard qu'on a sans doute par rapport aux pays scandinaves notamment, hein, en termes de transparence, en termes d'utilisation de l'argent public. Hein. L'affaire Benalla a quand même révélé un dysfonctionnement majeur au sommet de l'État. Vraiment, nous on a découvert des trucs, hein, on ne savait pas tout ça, vraiment, on ne savait pas que c'était... on ne savait pas qu'il y avait des gens qui travaillaient, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, enfin, c'est fou. Donc, on attend toujours cette prise de conscience, ce choc éthique, ce big bang éthique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et on a en France tendance à réagir après chaque scandale un petit peu, et pas suffisamment, ce qui ne semble pas du tout satisfaisant. Encore une fois, on voit bien après l'affaire Penelope Gates, on a interdit le recrutement familial, on sait bien, mais c'était peut-être pas finalement la priorité en termes de lutte contre la corruption. Vous voyez. Donc c'est ça le problème de réagir après chaque scandale, c'est qu'on réagit par rapport à ce qu'on vient de découvrir, mais c'est pas forcément le pire. Nous, on souhaiterait par exemple l'indépendance des magistrats du parquet, qui ne sont pas indépendants aujourd'hui, hein, qui sont sous la tutelle hiérarchique du ministre de la Justice, qui doivent rendre des comptes au ministre de la Justice, dont la carrière dépend du ministre de la Justice et du président, qui ne sont pas indépendants, alors que c'est eux qui ont le monopole des poursuites. Voilà, on a des revendications comme par exemple le casier judiciaire vierge pour être candidat, la certification des comptes des partis politiques, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air un peu fou, mais quasiment, qui contrôle les partis politiques, ce sont 2 commissaires aux comptes nommés par le parti politique, choisis par le parti politique. C'est comme ça qu'on a eu l'affaire Big Manon. Alors que les partis politiques touchent de l'argent public. Donc nous, on souhaiterait que la Cour des comptes puisse certifier les comptes des partis politiques. Voilà, donc il y a énormément de chantiers évidemment à voir. En termes locaux, il y aurait beaucoup à dire sur la nécessité de dépayser certains procès, parce qu'au bout d'un moment, il y a une proximité entre la police et les élus, surtout si l'élu est un élu qui cumule beaucoup de mandats. Il y a la nécessité de sanctionner les poursuites Bayon. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé sur cette question, mais partout où je vais, on me dit mais moi je suis opposant, j'ai 15 procès du maire, j'en peux plus. Voilà. Plutôt, le conseil municipal d'opposition en est à son 15e procès. Dès qu'il fait quelque chose, il fait un procès là. Si Bayon, c'est un procès un peu bidon pour épuiser et ruiner le lanceur d'alerte parce qu'il faut qu'il paye un avocat, etc. Et la procédure Bayon, elle est payée avec l'argent public, donc c'est facile. Voilà. On a des tas de problèmes. Renforcer le contrôle, il faudrait renforcer le contrôle de l'égalité avec une autorité dédiée, et non pas par le préfet qui lui-même politisé. Le préfet est un fonctionnaire qui a un devoir de loyauté. Donc, il est choisi par un pouvoir politique. Il faudrait des magistrats indépendants pour contrôler l'égalité des actes. Il faudrait donner un pouvoir de sanction, un véritable pouvoir plutôt à la Cour de discipline budgétaire et financière, qui est là pour sanctionner les ordonnateurs. Sauf que, manque de bol, elle n'a pas le droit de sanctionner ni les ministres, ni les élus locaux. On a l'organisme, ça existe, fait pour sanctionner les ordonnateurs, ceux qui ordonnent les dépenses. Mais on lui a coupé les ailes. Voilà, il faut que cet organisme, on lui donne du pouvoir. Aujourd'hui, elle rend 5 arrêts par an avec des sanctions au maximum de 3 000 €. Vous rigolez. En France, il n'y a rien à dire en termes de dilapidation d'argent public, de fraude. Donc voilà, il y a des tas de choses à faire, des tas de mesures à mettre en place, et on est très loin du compte. Et on est là, on va dire, pour dire que il y a des choses à faire et pour un petit peu inciter les élus et les électeurs de le faire, hein, et aussi de nous soutenir. Anticor, il y a 2250 adhérents. C'est pas beaucoup, hein, finalement. Mais c'est beaucoup plus que les autres associations de lutte contre la corruption. Par exemple, Transparency, c'est 250 adhérents. Transparency International. Voilà, donc on est l'association de lutte contre la corruption qui avons le plus d'adhérents. Mais c'est pas beaucoup, finalement, 2250. Ça montre quand même aussi un certain désintérêt. Bon, après, on peut toujours dire oui, il faut payer. Bon, mais quand on fait des pétitions, on a 15 000 signatures, c'est gratuit, une pétition. Et c'est pas massif. On voit quand même
peut-être que il y a une absence de prise de conscience des élus, mais aussi, je pense, des électeurs et des citoyens qui ne comprennent pas le lien finalement entre la corruption et leur qualité de vie. Ils ne font pas le lien finalement entre la fraude fiscale et la corruption et le fait qu'ils vont payer plus d'impôts, qu'ils auront des services publics de moins bonne qualité, qu'ils auront des prestations sociales moindres. Ils vont gueuler quand on va leur baisser, mais ils ne vont pas faire le lien finalement avec la corruption. Alors qu'il y a un lien, je vous assure. Il n'y a plus d'argent, donc on va prendre sur services publics, les prestations. Alors qu'on pourrait prendre sur finalement sur la corruption. Voilà, donc on a je crois, un vrai problème de sensibilisation auprès du grand public. C'est un des rares pays, parce que dans les autres pays, je vous assure, la première revendication quand ils ne sont pas contents, c'est lutte contre la corruption. En France, ce n'est pas vraiment le cas. Je regardais avec Nuit debout, qui est un mouvement qui était censé regrouper toutes les revendications, mais ils ne revendiquaient rien sur la lutte contre la corruption. Ce n'est pas leur priorité du tout. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on a. On a vraiment du mal à comprendre que la corruption fait des victimes, et la victime, c'est nous. On est tous victimes de la corruption. Tous victimes de la fraude fiscale. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye, on va dire, d'expliquer, parce qu'on n'a pas vraiment le sentiment d'être toujours entendu, à la fois par les élus, mais encore une fois, par l'ensemble de la population. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si quelqu'un a une question à poser, tout ça. Vas-y. Oui. On se présente. Oui, tu me dis. Je suis Max Petit, j'habite Peigné, dans les Bouches-du-Rhône. Un petit village fort sympathique, en forme de crèche, pas très loin d'ici. Voilà. Moi, je voulais revenir sur l'histoire de la moralisation de la vie politique, notamment avec l'histoire, on sait très bien que c'est le Sénat qui a bloqué le seuil de 9000 habitants. Et j'ai fait un calcul, vous l'avez dit en pourcentage, j'avais fait un calcul parce que ça m'avait heurté. En fait, il y a 1357 communes qui seront concernées. 3%. Voilà, 3%, ça fait à peu près ça. Alors que l'on a beaucoup de baronnies qui s'installent et qui, peut-être vous connaissez Jean Joindet, qui est un ancien préfet et qui a été un élu d'opposition à Saint-Cyprien, a écrit un livre sur une maladie qui peut atteindre malheureusement certains élus, qui s'appelle le mérisme. C'est-à-dire passer 2 mandats, vous devenez un baron dans votre secteur et du coup, vous vous permettez un certain nombre de choses qui sont... Voilà. Alors ma question est la suivante. Est-ce que, j'ai entendu qu'on avait un député dans la salle, est-ce qu'on peut faire du lobbying auprès des députés pour essayer de revoir... Alors je sais que c'est très compliqué d'aller attaquer le Sénat parce qu'on a vu que